Wouhou, c'est le sujet brûlant de la semaine à Cincinnati, deux énormes erreurs d'arbitrage qui ont fait réagir à peu près tout le monde, les joueurs, les fans, les médias. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces deux énormes erreurs d'arbitrage, je vais vous donner tout le contexte autour pour bien comprendre ce qui s'est passé, et surtout on va essayer ensemble de déterminer qui est le principal fautif. Est-ce que ce sont les arbitres? Est-ce que ce sont les joueurs? Le public peut-être? On va voir. L'ATP. Alors on va essayer de se poser et de déterminer tout ça. On perd pas plus de temps, on attaque tout de suite avec les deux exemples. Je te laisse liker ton meilleur pouce en bas de cette vidéo et on commence avec donc le match entre Taylor Fritz et Brandon Nakashima. Je te donne le contexte rapidement. Donc on a une balle qui est largement dehors, ça se voit lors de ce rallye. Le rallye qui va continuer encore quelques échanges et l'arbitre qui va décider de stopper l'échange en plein milieu parce que la balle n'a pas été annoncée faute par l'arbitrage électronique. C'est un arbitrage live sur le tournoi de Cincinnati comme l'immense majorité des tournois actuellement. L'arbitre donc qui va couper le point quelques échanges plus tard, et ensuite il va expliquer, bah non, même si on a tous vu que la balle était dehors, même si c'était évident, je ne peux pas déjuger un arbitrage électronique qui a bugué, donc c'est invraisemblable. Alors l'ATP bien sûr est revenu sur ça et a publié un communiqué, on va revenir dessus d'ici quelques minutes maintenant, donc tout le monde voit à la télé que la balle est dehors, le joueur, l'arbitre peut-être aussi, qui a dit à Taylor Fritz, ouais, je suis bien conscient que la balle quand même, elle semblait faute, mais il peut pas revenir sur cette décision, donc c'est complètement loufoque. Le deuxième exemple, encore plus dramatique, c'est noué entre Jack Draper et Félix Auger-Aliassime. Alors la balle qui, vous le voyez là sur le petit extrait, capturé par Stefanos Tsitsipas. Attention, Stefanos Tsitsipas, il a des priorités dans la vie, c'est pas travailler son revers, non, c'est prendre des petites vidéos des erreurs d'arbitre. Donc ici, soyez bien concentrés, on est sur balle de match, la balle qui va taper le cadre en bas, regardez là, ici, de la raquette de Jack Draper, qui va taper le sol et rebondir, vraiment assez bizarrement, de l'autre côté du filet, donc sur une balle de match, la balle qui va être accordée à Draper, qui va, après quelques palabres, proposer de rejouer le point. Il n'est pas vraiment sûr, il a l'impression quand même qu'il y a eu un truc qui s'est passé, et si vous avez déjà joué au tennis, et si vous avez surtout déjà joué au tennis en compétition, même à un niveau globalement assez faible, vous savez quand même, dans ce cas de figure, je pense à 95%, vous savez que la balle vous l'avez foirée, qu'elle a rebondi bizarrement. Alors, il y a quand même un truc assez étrange. Évidemment, Félix de son côté, il avait vu la situation. Alors le problème c'est que l'arbitre avait déjà fait son annonce de jeu 7 et match, et surtout il pouvait pas voir à la vidéo, contrairement au public, que effectivement la balle avait touché le sol, donc impossible de revenir sur sa décision, et le match a été remporté par Jack Draper. Alors il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ces deux événements, on a parlé que de ça à Cincinnati cette semaine, beaucoup plus que tennis d'ailleurs, et la réflexion je trouve qui encadre mieux l'ensemble de la situation, c'est celle de Novak Djokovic qui a dit: c'est embarrassant de ne pas avoir de rediffusion vidéo de ce genre de situation sur le terrain. Ce qui est encore plus ridicule, c'est que nous n'avons pas de règles en place qui permettraient aux arbitres de chaise de modifier la décision initiale en fonction de la révision vidéo qui se déroule hors du terrain. Tous ceux qui regardent la télévision voient ce qui s'est passé sur la rediffusion, mais les joueurs sur le terrain sont maintenus dans le noir, sans savoir quel est le résultat. Nous avons le Hawkeye pour les décisions de ligne, nous vivons au 21e siècle technologiquement avancé, s'il vous plaît, les tours respectifs, assurez-vous que ces bêtises ne se reproduisent plus jamais. Ok, je vous ai donné les exemples, on a donné du contexte par rapport à tout ça, maintenant on va s'adresser au nœud du problème, on va essayer de comprendre précisément les arcanes de toute cette situation. Donc la réalité c'est que les arbitres n'ont pas les mêmes outils de jugement que les téléspectateurs, c'est je pense la base préliminaire de notre réflexion, c'est ce qu'a aussi pointé Novak Djokovic. Les gens sur les réseaux sociaux aussi vont voir immédiatement ces extraits et vont juger, vont clouer au pilori les arbitres qui sont véritablement jetés en pâture par l'ATP, qui publie elle-même les extraits, on va y revenir d'ici quelques instants. Et les arbitres, c'est normal, ce sont des humains, ils vont commettre des erreurs. Mais on a vraiment, j'insiste, tout un contexte favorable pour amplifier leurs erreurs et les jeter en pâture. Alors l'arbitrage électronique, on sait qu'il n'est pas fiable à 100%, aucune technologie à l'heure actuelle ne garantit un arbitrage électronique fiable à 100%. On l'a vu sur terre battue d'ailleurs cette saison, quand l'arbitrage électronique est utilisé en même temps que on voit la marque, et c'est pas exactement la même que celle de l'arbitrage électronique, mais c'est considéré comme un moindre mal. Sur gazon et sur dur, où on n'a pas de marque précise, même si sur dur ça peut arriver qu'on ait une marque en fonction de l'humidité. Moi ce que je déplore vraiment, c'est que l'ATP instrumentalise ses erreurs, monétise même ses erreurs. Elles sont diffusées sur YouTube avec des vidéos qui sont monétisées. Donc en fait c'est comme si ton employeur utilisait tes erreurs pour se faire de l'argent. Je trouve le procédé mais abject complètement, vraiment complètement, c'est odieux.
La séquence avec Medvedev et Bublik, It's gonna be on tennis TV, bro, avec Aurélie Tourte qui est prise pour une jambon, pour une abrutie finie, et c'est relayé par l'ATP elle-même. Alors je dis pas qu'il faut couvrir non plus ces séquences-là, mais être le premier à les diffuser et faire des millions et des millions de vues dessus, et faire donc du coup du bif, de l'argent dessus, sans que les arbitres puissent réagir, ça on va en reparler. Est-ce que c'est vraiment éthiquement correct de la part de l'ATP? Parce que ça aussi c'est le nœud du problème, les arbitres ne peuvent pas parler aux médias, ils ne peuvent pas s'exprimer, c'est dans leur contrat, c'est interdit. J'ai déjà mentionné cette expérience, il y a quelques années j'avais eu la chance, l'opportunité de discuter avec un arbitre en off, donc on avait commencé à parler de ses conditions de travail, comment ça se passait, etc. On avait échangé quelques messages et puis à un moment donné je me dis bah franchement ce serait génial si tu pouvais venir sur la chaîne et parler de ton métier. J'ai jamais vu une vidéo avec un arbitre. Et moi j'étais pas au courant de ça en fait, je savais pas que les arbitres ne peuvent pas s'exprimer dans les médias, et il m'a dit malheureusement je peux pas, je pourrais pas venir, c'est interdit, je peux pas t'accorder cette interview. Moi j'aurais aimé qu'on parle par exemple des joueurs qui sont difficiles à arbitrer, les conditions de travail à l'ATP, mais ils peuvent à la fois pas parler aux médias, mais surtout, in fine, ils ne peuvent pas critiquer leur employeur. Donc vous voyez le double discours, vous voyez la double vitesse qui se prennent. L'ATP monétise leurs erreurs, mais eux, impossible de répondre, de réagir, et de critiquer peut-être le fonctionnement de leur employeur. C'est lunaire, c'est absurde, c'est abject. Donc les arbitres sont soumis à un lynchage médiatique, sans possibilité de s'expliquer ni de se défendre. Et donc là forcément on a vu hein, les joueurs qui se sont lâchés, les Kokinakis, les Kyrgios, les usual suspects, Shapovalov également. Moi je déplore fermement cette situation, il faut qu'elle change, il faut que les arbitres puissent au moins justifier certaines choses, donner un contexte d'explication au public, c'est très important, parce que là, moi, vraiment, je trouve qu'il y a une injustice profonde, forte, envers eux. Un autre point important, c'est que l'arbitrage vidéo a considérablement réduit les prérogatives des arbitres. Maintenant, ce sont simplement des annonceurs de score, parfois des nounous, vis-à-vis des joueurs les plus turbulents. Medvedev, par exemple, qui a dit à Aurélie Tourte cette semaine « Tu ne sers à rien », dans le blanc des yeux, « Tu ne sers à rien, les arbitres, vous ne servez à rien, vous pouvez rien faire ». Ça aussi c'est pareil, le rapport de force maintenant il est largement en faveur des joueurs qui sont les stars, qui sont les moneymakers. Les arbitres sont pris pour des pipes, des trompettes. Évidemment quand on n'est plus habitué à arbitrer dans les conditions de match, eh bien le niveau d'arbitrage s'affaisse. C'est normal, c'est automatique. Moi je trouve vraiment que les arbitres sont moins bons qu'il y a quelques années, ça c'est un fait. Là vous voyez bien, je les défends quand même un petit peu, mais le niveau d'arbitrage, je trouve, il y a des erreurs qui sont commises qui n'étaient pas commises avant. Hein. Des erreurs de jugement, on sent qu'ils sont plus au taquet en fait, parce qu'ils sont plus vraiment habitués à arbitrer, c'est ça qui est fou. Donc quand vous n'arbitrez plus avec la tension d'un match, vous perdez cette habitude, je pense que c'est normal, et l'arbitrage vidéo à deux vitesses est une abomination, c'est-à-dire que les arbitres ils n'ont pas les outils que le public peut avoir de son côté, ça aussi c'est un problème, et ça va engendrer une espèce d'incompréhension de la part du public, parce qu'ils se disent mais comment ça se fait que l'arbitre est aussi mauvais, moi j'ai les outils, ah mais lui il les a pas. Alors ce qui peut agacer, et je le comprends, c'est que les arbitres parfois font preuve d'une espèce de fausse autorité, ils vont appeler le superviseur qui sert strictement à rien, il va jamais rien changer au niveau des décisions arbitrales, mais c'est un réflexe, il faut comprendre, c'est un réflexe corporatiste, ils essayent de se défendre, de serrer les coudes entre eux, quoi. Les arbitres avec les arbitres avec les superviseurs, parce ils voient bien qu'ils sont en minorité, ils voient bien qu'ils sont stigmatisés par tout le monde quand ils commettent des erreurs. Alors maintenant, on a dit tout ça, on va pointer ce qui est pour moi le principal responsable de la situation, et c'est pas forcément les arbitres, même si je le répète, j'insiste, les arbitres commettent des erreurs, ils font pas toujours très bien leur travail, ça peut arriver, ce sont des humains, mais pour moi le responsable principal, bah, c'est l'ATP. C'est l'ATP parce que on a déjà un arbitrage à double vitesse, même si ça va changer en 2025, c'est-à-dire que cette année, on pouvait avoir des tournois jugés simplement par des arbitres, et d'autres avec l'arbitrage électronique. Comment est-ce que tu veux bien faire ton travail dans ces conditions quand tes conditions de travail changent drastiquement d'un tournoi à un autre, et que tu as simplement une minorité de tournois où tu dois vraiment faire ton travail, ton métier d'arbitre, de juge? Ça c'est très très compliqué. Et ça en fait c'est tellement courant dans l'ATP d'avoir ce manque d'uniformisation. On l'a également avec les Masters 1000 où ils ont poussé la charrette à fond en mettant des Masters 1000 sur 12 jours, mais en même temps là on voit Montréal, Cincinnati c'est encore sur une semaine, Paris-Bercy c'est encore sur une semaine, également le tournoi de Monte-Carlo c'est sur une semaine, ça va changer ça en 2025. Je trouve hein, que c'est vraiment un système qui donne l'impression d'improviser en permanence et d'être toujours à la recherche de l'argent, quoi. C'est toujours l'argent en fait.
c'est l'argent, les 12 jours en Masters 1000, c'est pour faire plus de thunes. Ils sont pas guidés par les humains, en fait. Ils sont pas guidés par aider les joueurs, penser à la santé des joueurs, penser à la santé mentale des joueurs, penser aux arbitres, penser à la santé mentale des arbitres, penser à leurs conditions de travail. Ils écrasent les humains, ils écrasent les arbitres, ils écrasent les joueurs avec leurs calendriers qui sont insoutenables. On se souvient de ce qui s'est passé avant Roland-Garros, à Madrid, avec tous les blessés, tous les joueurs qui ont explosé physiquement. Là, on a aussi des signaux d'alarme qui ont été lancés par Iga Świątek notamment, qui a dit on va droit dans le mur. On va vraiment dans le mur parce que les événements sont obligatoires, vous êtes obligé d'y aller, sauf si vous avez des dérogations comme Novak Djokovic qui a une expérience suffisante pour pouvoir se passer d'aller sur les Masters 1000, mais le reste du circuit doit se pointer, à moins de justifier d'une blessure. Et donc on arrive sur des cadences qui sont folles, et des hommes, des femmes qui sont écrasés par un système. Je veux bien votre avis maintenant dans les commentaires parce que je pense qu'il y a moyen d'avoir une bonne discussion avec tous les éléments là qu'on a mis sur la table. J'ai bien conscience que certains vont plus pointer la faute des arbitres parce qu'effectivement ils commettent des erreurs, mais il faut pas oublier que l'arbitrage vidéo c'est pas non plus la solution miracle à tout, quoi. On le voit aussi en foot avec la VAR qui a retiré quelque part une forme d'émotion dans le spectacle sportif. Le rapport de force qui évolue, hein, on l'a dit, de plus en plus vers les joueurs au détriment des officiels, des arbitres, etc. Donc je veux bien votre avis sur la question. Allez, retour à Cincinnati et on se termine avec le coin prono sponsorisé par les Winamax de Winamax. Vous avez un lien dans la description, un magnifique lien qui vous offre jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur le site de paris sportif de la légende, offre exclusivement réservée aux adultes. Donc on a les demi-finales à Cincinnati et ce soir, et on a un petit programme pas piqué des Hannetons avec Yannick Sinner versus Alexander Zverev, gros match ça, et Frances Tiafoe contre Holger Rune. Zverev qui s'est qualifié en demi-finale en battant Ben Shelton, un match bizarroïde, extravagant, surtout dans la troisième manche, 2 interruptions pluie, meilleure gestion je trouve de la part du Z dans ces conditions-là. Shelton toujours un peu trop généreux quand même dans son tennis, il va falloir essayer de lisser tout ça pour continuer à grimper, et puis il aura beaucoup de points à défendre avec sa demi-finale à l'US Open en 2023. Sinner contre Rublev en quart, très compliqué, hein, jusqu'à 1-7. Et la fin du deuxième set, je voyais Rublev tennistiquement devant, mais le Russe qui a explosé au niveau mental, il s'est trop frustré avec le vent, les conditions étaient très compliquées à Cincinnati avec un vent tourbillonnant. Je trouve que Sinner est resté davantage positif et c'est ce qui a fait la différence. Sinner qui a expliqué qu'il n'était pas encore vraiment à 100%, mais qu'il était content d'enchaîner les matchs. Son but c'est d'être prêt, évidemment, pour l'US Open, où il avait perdu d'ailleurs l'année dernière contre Zverev, qui mène 4-1 dans leur opposition. Moi je vois bien franchement le Z prendre à minima son petit set. Et l'autre match, il est funky entre Tiafoe et Holger Rune, la renaissance d'Holger, si je peux me permettre, depuis qu'il s'est séparé du meilleur coach de l'histoire pourtant. Bizarre, vraiment bizarre d'enchaîner les résultats là, de faire une demi-finale sur un Masters 1000, première sur dur extérieur, sans le meilleur coach de l'histoire. C'est vraiment bizarre. Tiafoe, il y a du mieux depuis qu'il a traité tout le monde de clown. Du mieux déjà en vue à Washington. C'est un match qui est difficile à anticiper parce qu'on a 2 joueurs assez fantasques quand même qui peuvent lâcher pendant 10, 15, 20 minutes et se prendre 3, 4 jeux consécutifs. Pour moi, c'est un peu plus un flip que la cote que l'on voit actuellement. Et dans l'absolu, bah, j'aime bien les conditions de jeu pour Tiafoe, quoi. On est aux États-Unis, ça va vite. Bah, du coup, sur ce match, bah, vous vous débrouillez. Allez, on va partir sur un Rune-Sinner en finale. On va rester soft. La finale de Cincinnati. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, mon très cher Goth. N'oublie pas ton plus beau pouce s'il n'a pas déjà été claqué. Et je te dis à très vite. Demain, en fait, à 11 h, le max en filet. Bisous.